Le Trièves se situe au sein des Alpes françaises, à une cinquantaine de kilomètres au sud de Grenoble, entre les massifs du Vercors et du Dévoluy. Ce territoire rural de 300 km², comptant 9000 habitants répartis sur 29 communes, a toujours attiré les initiatives novatrices. Et c'est dans les années 90 que la maison d'édition Terre Vivante, impliquée dans l'écologie concrète et au fait de l'actualité du pic pétrolier, a amené dans le Trièves des néo-ruraux sensibilisés à l'environnement et à l'agriculture biologique. De nos jours, le Trièves est reconnu comme écoterritoire ayant fortement contribué au rayonnement écologique de la région. Le tissu associatif y est dense et dynamique. Les collectivités volontaristes et une bonne partie de la population sont sensibilisées à l'écologie. En 2008, face au triple défi des crises économiques, énergétiques et climatiques, un groupe de citoyens a décidé de lancer Trièves après pétrole. Son but, faire connaître le défi du pic pétrolier dans le Trièves et inviter tous les habitants et acteurs à préparer la région à la mutation de l'après-pétrole, à initier une décroissance énergétique. Trièves en transition est né. Je suis sorti à 1h30. Voilà, celle la maman. Salut toi. Là, dès qu'il n'y a pas de neige, ils sont dehors, il y a les changeuses derrière, je les nourris au foin, mais dès qu'il fait assez beau, elles sortent. Mais là, il y a 40 cm de neige, donc elles sont au chaud. Là aussi, il y a quelqu'un qui est né. Salut toi. Allez, viens. Appelle maman. Calme. Appelle maman. Allez. Allez. Non, c'est pas le bébé qui rentre, c'est la maman qui sort. Allez, file. Dehors. Hop. On y va. Alors les Trois Cols, on a démarré en janvier 2004. Et c'est un lieu où, sur un autre thème, c'est très en lien avec la transition, c'est sur la gestion collective du foncier. Comment on peut, quand il y a une ferme qui arrête dans un village, faire en sorte qu'il y ait une gestion collective du foncier, une acquisition foncière collective par différents biais qui sont possibles, et après mettre la ferme à disposition de plusieurs agriculteurs pour permettre qu'il y ait des installations, une agriculture diversifiée. Donc là, sur la ferme des Trois Cols, par exemple, donc moi je fais des légumes et j'ai des brebis. Après, il y a Violaine qui est arboricultrice, qui a des arbres fruitiers et qui fait aussi du maraîchage. Après, il y a Françoise qui fait des œufs, un verger et puis des plantes aromatiques et médicinales. Et au bout, là où il y a les mules, là, c'est David qui est apiculteur et qui fait de la traction animale. La ferme collective des Trois Cols abrite le local du Biopanier, une association de 18 producteurs du Trièves. Sinon, ça va être une omelette méga. Ça, c'est ce que vous apportez, c'est vous qui le faites? Alors, moi je fais un circuit. Toutes les 5 semaines, on se relaie. Et je fais 1, 2, 3, 4 producteurs. D'accord. Qui produit? Dont moi. Alors, il y a de la farine de Gérard Chevali. Il y a les œufs de Jean-Luc Roux. Il y a mes confits d'oignons, ma choucroute et mes pâtés végétaux. Il y a ensuite tous les produits de Valérie, c'est-à-dire les sirops, les coulis de framboise, les confitures, les compotes. Ça va? Ah, ça va? Il y a aussi la bière. Hein. J'ai oublié le meilleur. La bière de la Tourniole.
Voilà, donc en fait, oui, on est 5. À base de quoi la bière? Alors, c'est du malt, et puis, alors là, il y a plusieurs, il y a de la blonde, il y a de la bière au miel, de la bière ambrée. Moi, je mets des fromages de vache et tout ce qui est viande du collègue. Non, ça c'est les œufs là. Non, tu peux mettre là. Et c'est venu comment cette idée? Plusieurs choses, beaucoup de producteurs qui avaient l'habitude de travailler ensemble sur les marchés, les foires bio, les choses comme ça, et envie d'aller plus sur la commercialisation collective pour mutualiser le temps de travail. Et puis l'idée de vendre sur place aussi pour pas avoir à se taper les déplacements à la ville. Avec tous les marchés de producteurs en ville, c'est super pour les Grenoblois qui peuvent avoir accédé aux produits, mais ça fait quand même du transport, et pour les producteurs, ça fait du transport, du temps de travail, et l'hiver, là, comme c'est en ce moment avec la neige, par exemple, ceux qui vont faire les marchés de Grenoble, c'est une sacrée histoire. Alors que, nous, on a un système de commercialisation qui permet de toucher peu de personnes, parce qu'on est en milieu rural, on n'est que 10 000 habitants dans le Trièves, mais par contre, on arrive à toucher un gros pourcentage de la population. Moi, je te les mets là-bas, les vides, je les rends après. Alors, les personnes font leurs commandes, elles ont jusqu'au lundi midi ou 1h, je ne sais plus, pour faire leurs commandes soit par Internet, soit par téléphone. Enfin, la plus grosse partie, c'est par Internet. Un sirop, la Gigette d'hiver pour les enfants. C'est un sirop de Vallon. Le mercredi à 14h, tous les produits arrivent ici. Il suffit qu'il y ait 3 producteurs pour ramener les produits de tout le monde, donc ça fait que très peu de kilomètres. Et à partir de là, les 3 personnes qui font la prépa assemblent tous les paniers. Et les paniers repartent sur les 6 dépôts qu'on a dans le Trièves. À 15h, la prépa est finie. C'est une association de producteurs, donc c'est peut-être plus pragmatique, c'est peut-être plus par rapport à nos exploitations. Faire vivre nos exploitations, on a tous besoin d'un chiffre d'affaires avec peu de charges en temps de travail. Et c'est d'abord ça qui compte, arriver à faire vivre nos fermes. Mais après, dans l'idée de vendre sur place nos produits en les valorisant sur place, je pense que c'est d'abord dans le contact avec les citoyens, avec nos voisins, qu'on est d'abord content de les voisins. Et tant mieux si ça fait partie de la transition, que ça diminue la consommation d'énergie, que ça permet aux gens de manger des produits frais, de saison, bio, et qui sont produits sur le territoire. Puis ça fait marcher l'économie locale. En termes de développement local, l'argent il reste dans le Trièves, il est réinvesti. Nous, si on l'a sur nos fermes, on va réinvestir dans le Trièves chez des commerçants comme ça. Et ça reste sur place, c'est pas de l'argent qui fait que passer. La population de Mins, le gros bourg du Trièves, résiste à l'implantation d'un supermarché, ce qui permet de maintenir les petits commerçants qui travaillent avec les producteurs locaux. L'agriculture, l'artisanat et la construction constituent la majorité de l'activité économique de la région. Pour les adeptes de Trièves en transition, il s'agit de faire autrement. Olivier et Sophie ont décidé de construire autrement leur maison. Le principe, c'est une structure bois, comme nos anciens faisaient les anciennes halles, donc des poteaux qui soutiennent les planchers et qui soutiennent le toit en tuiles. Et puis après, on a rapporté autour de cette structure des toutes grosses bottes de paille. Donc c'est des bottes de paille qui font 80 cm de large, 70 de haut et 2,30 m de long. Donc des grosses bottes de paille que nous ont fournies en face à Saint-Maurice-en-Trièves, donc on le voit quasiment d'ici. Voilà, ces grosses bottes de paille qu'on a empilées. Alors pour faire un étage, il en faut 4, donc c'est vite avancé. Et puis après, sur ces bottes de paille, directement, on est allé projeter un enduit à base de terre argileuse qu'on a trouvé dans les terres froides en Isère, qu'on a acheté en gros conditionnement. Quelqu'un qui a gratté dans son jardin, puis qui nous l'a vendu tout bêtement, et puis du sable de la carrière. Voilà, donc terre-sable. Et voilà, ça tient tout seul sur les murs, c'est parfait. La couleur de l'extérieur, c'est la couleur de la terre et du sable. Et la couleur de l'intérieur, simplement, on a utilisé une terre blanche et un sable blanc. Voilà, pas de chaux, pas de plâtre, pas de ciment. Ça tient. Et alors, est-ce que c'est solide ? Alors c'est une question qui est rigolote parce que, est-ce que c'est solide ? Moi, la question, c'est à quoi ça sert que ce soit solide ? Parce que c'est clair que pour moi l'objectif c'est pas la solidité, l'objectif c'est qu'effectivement d'apprendre, ça c'est dans le principe, dans l'idée de la transition, la plupart des matériaux
de construction moderne, ce sont des matériaux qui sont issus de l'industrie pétrochimique. Hein. Donc c'est à base de... ou alors des matériaux qui ont besoin de beaucoup d'énergie pour être fabriqués. Donc on imagine qu'avec l'évolution des choses, la rareté du pétrole, il faut peut-être apprendre à fabriquer avec des matériaux qui sont peut-être plus simples, qu'on peut trouver peut-être sur place. Tous ces matériaux modernes, industriels, sont des matériaux qui sont très chers. Donc ça sous-entend que pour acheter ces matériaux, il faut avoir la vie que notre civilisation de consommation nous impose. Donc il faut aller travailler à la ville, il faut faire des choses, etc. En restant dans le Trièves et en essayant de vivre un petit peu sur d'autres principes, où l'argent n'est pas l'élément moteur, on ne pourrait pas se payer tous ces matériaux chers et coûteux. Donc effectivement, si j'utilise la paille d'agriculteur mon voisin, lui, ça lui fait une entrée d'argent, ou éventuellement on peut troquer, je lui donne un coup de main, je l'aide d'une façon XY, lui, il me rend de la paille, donc à ce niveau-là, un mur de paille, c'est facile. La terre, on peut l'avoir facilement. Pareil, on peut aller la chercher avec un tracteur, on en prend une grosse quantité, on la partage avec nos voisins, etc. Et après, on mélange la terre, le sable, et on projette nos enduits. Donc ça signifie qu'effectivement, pour cette partie-là, on n'a pas besoin de produits, de produits manufacturés, industrialisés. Alors bien évidemment, tout ce qui est moderne, je ne le rejette pas. Nos vitres, c'est du triple vitrage. Hein, donc en top technologie, bois dedans, aluminium dehors, etc. Donc là, effectivement, pour ce poste particulier, je pense que c'est intéressant à ce moment-là d'avoir des produits issus de l'industrie, moderne. Et voilà, je dis, quand on peut faire autrement, on fait autrement, et on réserve l'énergie, qui est une denrée précieuse, pour fabriquer des choses qui sont vraiment indispensables. L'idée, elle est là. Donc là, on voit ma femme en pleine action. Hein, et puis on voit là les bottes. Donc une botte, 2 bottes, 3 bottes. Voilà, rien ne traverse les bottes, aucune structure bois. Pas de pont thermique. Donc effectivement, donc la charpente, là, on n'est pas charpentier, donc on a fait venir le charpente industrielle en pain Douglas. Hein, donc c'est un pain qui n'a pas besoin d'être traité. Voilà, donc après, effectivement, ma femme et moi, à deux, on s'est acheté une grue d'occasion, 1500 € la grue. À Nice, on a monté notre structure, donc on voit bien comment ça se fait. Hein. Voilà, donc effectivement, on a réalisé aussi nos capteurs solaires, on les a fait nous-mêmes via une association en Suisse, donc on a pu réaliser nos capteurs solaires nous-mêmes, hein, donc de A à Z. Voilà, donc on installe nos capteurs nous-mêmes, on sait comment ça marche, voilà, on sait comment ça fonctionne. C'est toi là-haut, là ? Ouais, bah, c'est que Sophie et moi, quoi qu'il en soit. Hein. Voilà, ma femme infirmière met les tuiles, etc. Hein, donc c'est souvent, elle fait la pause, on voit 1 botte, 2 bottes, 3 bottes. Hein, donc on voit comment ça se monte. Voilà, on voit effectivement donc la maison effectivement qui faisait rigoler tout le monde. Hein. Voilà, on voit bien les strates, une seule botte de paille de là à là, donc ça on le voit. Voilà, donc on est allé acheter notre terre, donc il creuse dans le sol, hein, donc dans les terres froides. Voilà, donc petit à petit, la maison, ça progresse. Première couche d'enduit, la barbotine. Voilà, donc là on est en famille, hein, mes enfants, donc on voit là, il y a pas eu de barbotine ici, première couche ici, deuxième couche là, donc petit à petit les choses progressent. Donc l'isolation du sol, ouate de cellulose, donc là c'est quand même des produits qui sont modernes, industrialisés, donc on renonce pas à tout bien évidemment. Hein. Voilà, donc on fait nos enduits petit à petit, ça enduit intérieur en terre aussi de la même chose, hein, voilà. Voilà, les choses sont faites, notre four à pain, etc. Voilà, et puis on arrive dans la pièce où on est, voilà. Notre projet, c'était de changer de vie. Je vais partir peut-être de notre vie d'avant, où c'est vrai que financièrement parlant, on avait tout ce qu'on voulait, mais pour nous, c'était pas ça le bonheur. Effectivement, partir en vacances, avoir du matériel technique.
et puis après, c'est pas ça le bonheur. Et c'est vrai qu'on avait besoin de se rapprocher de la nature, on a eu besoin aussi de faire passer ce message à nos 4 enfants, que c'est pas parce qu'on a une PSP, parce qu'on a une belle voiture, parce qu'on a une télé à écran plat, parce qu'on a toutes ces choses modernes, qu'on peut être heureux. Et c'est vrai qu'on pense, et c'est encore une fois ce qu'on inculque à nos enfants, on peut être heureux avec de petites choses. On peut s'émerveiller devant une fleur, on peut s'émerveiller devant... La vie, c'est fait de plein de petits bonheurs. Et en venant à Mins, c'est vraiment ce qu'on a trouvé. On a trouvé une multitude d'associations. Bon, nous, ce qui était bien pour nous, c'est qu'on connaissait, entre guillemets, les anciens, parce que je suis originaire de Mins. Mais très très vite, grâce aux associations, on a fait connaissance avec ces nouveaux Minsois qui sont en quête de quelque chose qu'il n'y a pas en ville. On est dans le Trièves, on a la neige depuis 3 semaines, 1 mois, on a eu peu de soleil quand même ces temps. Hein. Bon, actuellement, la maison ne la chauffe pas. Il n'y a aucun système de chauffage qui fonctionne actuellement. Il fait 19 degrés dans la maison. Et dehors? On y est bien. Dehors, il a fait des -5, il a fait -7. Là, je ne sais pas si ça gèle. Peut-être 1-2 degrés, je ne sais pas. Je ne suis pas sorti ce matin. Voilà. Donc pas de chauffage. Actuellement, il n'y a pas de chauffage. Simplement, nos panneaux solaires ne fonctionnent pas du fait de l'absence de soleil. Et pour chauffer notre eau, donc, on utilise l'insert bouilleur qu'on a dans le salon. Donc tous les jours, on met 2 bûches, 3 bûches, histoire d'avoir de l'eau chaude pour les douches. On a 4 enfants, des filles. Une femme. Voilà, donc, et c'est les déperditions en réalité de notre cheminée qui apportent suffisamment de calories pour tenir la maison à 19 degrés. Voilà, donc je pense à ceux qui dépensent 1500, 2000, 2500 litres de fuel pour être dans les mêmes conditions. Voilà, la transition, c'est aussi ça. C'est s'affranchir d'être obligé de dépenser tout cet argent dans du chauffage, on a le pétrole, on l'enflamme, il passe dans la chaudière, ça chauffe, pouf, l'énergie elle est partie. Le pétrole il est parti, il a disparu, on l'a gaspillé. Alors que ce pétrole, via l'industrie chimique, on en fait des plastiques, on en fait des élastomères, on en fait des textiles, on en fait des solvants, ce sont nos médicaments, c'est notre chimie, donc c'est toutes ces choses qui sont indispensables. Je ne sais pas comment on arriverait à vivre sans d'ailleurs. Donc le pétrole, il est rare, il est précieux, c'est quelque chose d'extraordinaire, il faut le conserver pour créer, pour produire tous ces matériaux sans lesquels on ne saurait plus vivre. La botte de paille, petit à petit, ça commence à venir. Hein. L'idée, c'était pas faire des grands discours, chose que je suis pas capable de faire, mais montrer par l'exemple. Voilà. Et dans la maison, depuis qu'on construit, effectivement, pour bâtir autrement, via Terre Vivante, etc., on a beaucoup d'écoles qui sont venues, des comités d'entreprise, des groupes étrangers qui sont venus d'Italie. Donc il y a peut-être 400, 500, 600 personnes qui sont venues voir. Je ne sais pas ce qu'ils en ont forcément pensé, mais ils sont venus voir. C'est une perche qu'on leur a tendue. Ils savent que ça existe, ils savent qu'on peut peut-être faire autrement. Voilà, c'est des petites graines qu'on a semées. Qu'est-ce que ça va faire? Je ne sais pas. Qu'est-ce que tu cultives essentiellement ici? Dans le serre, au printemps, je fais des salades printanières, des radis, des salades mesmel, des salades plançons en pleine terre. Et puis après, sur les planches, je prépare mes plants. Et puis après, à partir de maintenant, à peu près, là, dans une semaine, quand j'ai fini de ramasser les salades, après, je mets des tomates, essentiellement.
qu'il y a encore plein de productions qu'on ne maîtrise pas, qu'on n'a pas sur le Trièvre et qui sont potentiellement réalisables. Il y en a une sur laquelle on travaille actuellement, c'est les pâtes, la culture du blé dur. Le blé dur n'est pas cultivé sur le Trièvre historiquement, il ne s'en faisait pas. L'année dernière, on a fait 3 essais, plus un 4e qui avait été fait l'année d'avant par quelques-uns. Il y a plusieurs personnes qui ont envie de produire des pâtes bio à partir des produits du Trièvre, plusieurs agriculteurs qui ont envie de se tester, de se lancer dans le blé dur. Donc là, je suis en train de voir pour organiser avec différents mouvements, le GEAT, l'Art des Arts, etc., pour qu'on ait une réunion. Puisqu'après, il faut se coordonner, il faut se caler. On ne va pas tous faire des pâtes, on ne va pas tous faire du blé dur pour organiser tout ça. Et bon, ça s'est fait pour la filière chanvre il y a quelques années. Là, il y a cette idée de lancer ça sur le blé dur. Il n'y a pas encore de pisciculture sur le Trièvre. Pourquoi pas de la pisciculture sur le Trièvre? On a des lacs, on a des rivières. Voilà, il y a plein d'idées à organiser. Des gens qui arrivent avec des idées, voir ce qui existe de complémentaire ou comment faire en sorte que ce soit complémentaire de ce qui existe. Et ça, il y a, je trouve, beaucoup de gens qui sont dans une dynamique de chercher ça au niveau des individus. Ça a du mal à être suivi au niveau des institutions. Petite, je voulais être agricultrice et vivre dans la nature, vivre dans les arbres. Donc c'est pas les arbres, mais c'est le végétal. Et je pense que cette fibre-là, elle était déjà importante à ce moment-là. Et d'être installée en plantes aromatiques et médicinales, je crois que c'est ce qui m'a permis de vraiment garder ce chemin-là et cette passion et ce lien avec ce qui m'entoure. Alors Valérie, elle est sur le village et elle fait de l'attraction animale et du coup sur mon jardin, ça s'y prête vraiment bien. C'est vraiment ce qui est le plus adapté pour mon jardin parce que le tracteur ne pourrait pas passer. Et donc j'ai des petites lignes en fait d'aromatiques et vu l'étendue de mon jardin qui fait 1 hectare, je ne pourrais pas tout désherber tout seul. Donc déjà tout le travail en interligne, si le cheval peut passer dedans, c'est plus que nécessaire pour moi. Et c'est un super travail parce que si le cheval est super précis et j'ai rien qui s'abîme. Si par mégarde le cheval passe sur un plan, le lendemain ça se voit déjà plus. Donc c'est vraiment un super travail. Être en bio, ça me paraît évident aujourd'hui. Donc avec le label ou sans le label, moi j'ai choisi d'avoir le label de culture en bio et puis Nature et Progrès qui a un cahier des charges très serré. Mais c'est quelque chose qui me paraissait évident. Je pourrais pas faire autrement avec ce qui est en moi. Un peu l'humidité.
Alors qu'est-ce que tu fais avec la prêle, avec cette plante? Alors, la prêle, c'est une super belle plante. Là, je la mets dans un mélange en sac. Donc celle-ci, elle va être séchée. Donc là, c'est le premier tri. Après, il y a tout un tri une fois qu'elle est sec. Mais déjà, il y a un premier tri comme ça. Et la prêle, elle aide à la structure du corps. Elle est riche en silice, notamment. Donc reminéralisante, elle a plein de bonnes propriétés. Et alors, il y a plein de gens qui prennent de la silice voilà, en complément dès qu'ils se retrouvent à quarantaine, cinquantaine. Mais c'est vrai que bien souvent, pas pour ceux qui habitent en ville, mais pour ceux qui habitent un peu plus éloignés, bien souvent la prêle elle est à côté de chez eux et elle est super riche en silice. Et aussi bien pour le jardin, en complément pour le jardin pour nourrir le sol que pour nous-mêmes. Et il faut attendre que ce soit sec pour une distille? Non, ben là on l'a mis à la distillation, la cueillette je l'ai fait hier, donc au contraire c'est une plante qui est bien fraîche. Là c'est vraiment pour la cueillette ce que je fais sécher. Et ce que j'avais dans les bourras, là, dans les gros sacs que j'ai mis dans l'alambic, là c'était vraiment du frais, c'était d'hier après-midi. Alors là, c'est la meilleure technique que j'ai trouvée pour calfeutrer s'il y a quelques... Bon, c'est un vieil alambic, et s'il y a quelques fuites, la cendre et l'eau, la cendre que je récupère en dessous avec un peu d'eau. Et du coup, ça fait un colmatage parfait, ça se sédimente. Donc là, on va dire que je fais en prévention, si jamais il y a un petit trou. C'est un vieil alambic, il y a quelques endroits où ça vaut le coup de mettre en préventif quelques... Voilà, je veux pas mettre... je pourrais mettre une bonne colle bien toxique là, mais ça n'aurait pas d'intérêt du tout et pour la qualité de mes produits, ce serait vraiment nocif, alors que là, c'est un petit peu de cendre et d'eau et c'est parfait. Donc là, si jamais il y a une petite fuite qui arrive, ben ça va colmater impeccable avec la chaleur, ça va durcir comme un ciment. Est-ce que vous avez l'impression de faire avancer des mentalités sur le Trièves? Je crois que c'est une manière globale, c'est une synergie de groupe. Nous, on va aussi avancer dans nos mentalités parce que rien n'est figé, donc notre façon de penser, elle évolue aussi. Et je crois que les autres, ils nous permettent aussi de voir les choses autrement. Et puis nous, d'avoir aussi notre petit morceau de puzzle dans tout ça. Justement, par rapport à ça, comment vous voyez l'avenir au niveau local, hein, comment vous voyez l'avenir et quels sont vos projets? Comment vous voulez avancer, continuer? Mais je veux bien compléter la réponse d'abord et celle-là. Sur, moi, quand j'ai arrêté de faire de l'éducation à l'environnement en 1998 sur l'agglomération grenobloise avec le choix définitif de retourner sur le Trièves et d'y vivre et de s'y installer avec Françoise, ça fait 15 ans maintenant. Ce que j'avais dit, c'est que j'en ai marre de parler d'éducation à l'environnement, de parler de respect de l'environnement, et puis de ne pas pouvoir l'assumer parce qu'un mode de vie urbain, d'aller d'une classe à l'autre, que je trouvais trop incompatible avec mes souhaits profonds pour moi-même. Là, avec ce qu'on vit ici, je m'y retrouve tout à fait. Et comme dit Françoise, il y a un large mouvement sur le Trièves de personnes qui sont venues ou qui étaient sur le Trièves mais qui sont dans des dynamiques
de transition écologique globale, qui peuvent avoir différents noms. Moi, je ne suis pas pour les écoles. Et on va dire que depuis 1990, qui est l'arrivée de Terre Vivante sur le Trièves, il y a vraiment un effet boule de neige. Et ça, c'est fantastique, parce que le Trièves est reconnu pour ça. Du coup, les gens qui sont attirés par ce genre de choix de vie viennent sur le Trièves avec leurs idées, avec leurs projets, avec leurs envies, avec leur énergie. Et du coup, ça en fait chaque année des nouveaux qui arrivent, des nouveaux projets qui se montent. Et il y a encore plein d'idées qui sont disponibles. Et un territoire rural de 28 communes comme ici avec 9000 habitants, il y a encore plein de places pour accueillir plein de gens et créer une dynamique qui se renforce de l'arrivée de chacun. Voilà, en fait, je suis en train de concasser des céréales pour... En fait, c'est du malt. Le malt, en fait, c'est de l'orge. L'orge qui est germée dans un premier temps. En fait, on voit plus le germe du tout. Et après, passer dans un four. C'est ça qu'on appelle, en fait, tout simplement le malt. Et c'est l'élément, en fait, de base pour faire la bière. Il y a un paysan en fait qui fait de l'orge brassicole là, sur Mince, et je lui ai demandé d'en cultiver. Et en plus, là, par chance, il y a eu un projet de jeunes en fait qui sont installés pour faire du whisky sur la commune d'à côté, pas loin d'ici. Et eux, ils sont paysans, et du coup, eux, ils font de l'orge, ils cultivent de l'orge brassicole, et ils le maltent eux-mêmes aussi, depuis quelques temps. Et par contre, là, depuis quelques mois, je récupère. Moi, ils me donnent en fait de leur orge qu'ils ont brassé, qu'ils ont malté en fait. Voilà. Et du coup là, c'est intéressant parce que là, du coup, ça fait que pour mes bières, j'utilise à peu près des matières à peu près à au moins 50-60% en fait locales. Tac. On va faire un peu. Ça, c'est des choses que tu as appris au fur et à mesure ou comment tu as fait une formation avant ou... En fait, j'ai testé à la maison avec un livre, tout simplement, comment faire sa bière chez soi. Et puis je me suis fait la main. C'était réussi, souvent, mais pas tout le temps. Et puis petit à petit, voilà, on apprend à faire des dosages et puis à modifier des recettes, à faire des choses qui conviennent mieux, quoi. Puis après ensuite, comme ça marchait bien en fait à la maison, j'en ai fait un peu, j'en faisais pas des grosses quantités, c'était 30 litres. Et puis pas tout le temps, c'était pas que pour ma consommation personnelle, du coup j'en donnais. Puis ça me permettait de tester un petit peu, de savoir comment les autres trouvaient la bière. Et en fait à Mince, là, quand je suis arrivé en fait avec ma copine, je travaillais sur Grenoble, qui est à peu près à plus de 50 km, quoi, ça faisait assez loin. Du coup, ce que j'ai fait, j'ai développé dans ma tête en fait ce projet-là en fait, de me dire je vais peut-être pouvoir faire monter une activité en fait sur Mince et pour arrêter de faire des allers-retours, etc. Puis je me suis dit tiens, pourquoi pas de la bière, puisque j'en fais un peu à la maison, pourquoi pas tenter l'aventure en plus grosse quantité. Et du coup je me suis lancé il y a à peu près 7-8 ans. Voilà, je vais vider la cuve de ce matin pour donner tout ça à des chèvres. En fait, c'est les matières premières, c'est les céréales qui ont servi à faire... elles sont concassées en fait, et elles ont trempé pendant 2-3 heures en fait dans de l'eau chaude, où je montais régulièrement en température pour extraire en fait tous les sucres qui sont dans les céréales. Et ensuite, ça donne une céréale qui est un peu qui est moins riche en sucre forcément, parce que le sucre il est resté dans le jus de bière, mais par contre c'est encore assez riche pour donner tout ça à des animaux. Voilà, ils se régalent. Après il y a du super bon fromage de chèvre. Puis des fois ça part des cochons.
Sur le Trièvre, quand je me suis lancé il y a quelques années, en fait, j'étais tout seul à faire de la bière. Puis maintenant, en fait, on est 4. Disons que j'essaye d'avoir une petite démarche, aussi petite production, aussi vente locale, le plus possible. Pour aller vendre mes bières sur le marché, charrette et vélo. Et j'essaye aussi, autant que possible, de récupérer toutes les bouteilles vides pour les laver, moi-même. Voilà, il y a plusieurs démarches comme ça pour gaspiller le moins possible. Tu aimerais t'agrandir, augmenter ta production? Alors, non, pas du tout. Non, moi, ça me va très bien. Et parce que c'est pas une grosse quantité. En fait, c'est pas une grosse production. Et ce que j'ai préféré faire, c'est accueillir un autre brasseur dans mon local. Je suis plus tout seul depuis l'année dernière. Et l'année dernière, en fait, Sébastien m'a rejoint en fait pour faire de la bière, mais surtout en fût, en tireuse pour les festivals, bars, etc. quoi. Et pareil, lui, il cherche pas à en faire beaucoup. 9-10 000 litres par an, mais plutôt moi d'en faire beaucoup plus, quoi. Je préfère accueillir quelqu'un d'autre sur ce site et mutualiser le local et le matériel, quoi. C'est à l'ancienne. Au pinceau et la colle à papier peint. Et tac. Bon, dans le Trièvre, ce qui est bien, c'est qu'on a le temps. Non, je rigole. Bon, alors voilà un super exemple de truc qu'on trouve à la déchetterie. Un machin tout neuf qui a jamais servi. Bon, voilà. On balance plutôt que de servir, que de filer aux voisins. Un truc, un appareil pour déboucher les éviers, une pompe à vide. Et puis des outils qui... là, il est un peu trop tôt pour faire un diagnostic, mais je pense que il n'y a pas grand-chose. Genre peut-être, je crois que c'est la gâchette qui marche pas très bien, mais qu'on a préféré balancer plutôt que prendre 10 minutes pour le démonter, quoi. Comme ça coûte tellement pas cher d'en racheter une, et voilà, c'est la solution déchetterie, quoi. Et du coup, c'est pas vraiment de la faute aux gens, mais c'est juste que le système tout entier nous permet pas de passer du temps à autre chose que acheter sans arrêt du nouveau, du neuf et du truc qui marche quand on lui demande, quoi. Ce qui manque beaucoup, je pense, en général aux gens, c'est l'esprit de curiosité, en fait. Mais encore là, sur le domaine, c'est pas de leur faute, à mon sens. C'est juste qu'on nous apprend depuis le début, depuis qu'on est à l'école, que tout est compliqué, qu'il faut surtout se spécialiser dans un domaine et pas faire autre chose que ça. Et du coup, voilà, on perd la simple notion de vouloir aller regarder dans les choses, se poser des questions. Et c'est ça qui nous rend un peu malades et surtout super aliénés par rapport au système de consommation en général, quoi. Là où on arrive à des limites, c'est quand les industriels ils font des composants qui se cassent tout seuls ou alors des choses complètement indémontables avec du plastique serti ou des choses comme ça, qui fait qu'ils trouvent toujours une petite astuce pour t'empêcher d'ouvrir l'objet, t'empêcher de t'y intéresser, en fait, quoi. En fait, on voudrait changer les poignées de mon vélo. Si t'en as d'autres. Oui. Parce qu'elles sont collantes. Ouais, plague. Tiens, t'as plus qu'à trouver une paire qui va bien là-dedans. Et après, comme ils ont pris un peu des... Non, genre ça, c'est bien. Elle est pas mal, non? Non. Sinon, vous pouvez les laver, tu peux les rincer au savon, là. Regarde ça. Si elles sont un peu crades. Non, ça c'est moche. Oh, non, elles sont juste celles-là. Il y a elles, sinon. Mais celles-là, elles sont confortables. Oh, regarde, il y en a deux les mêmes, là, comme ça.
Elle est pas mal. Sinon celle-là, elle est bien aussi. Oh, regarde, Gaston. Non, le style, c'est important, c'est ça. Bah oui. Oui. Mais c'est naze, ça. Ah ouais. Ça me gêne. C'est gêne, ouais. On va voir la taille, viens. Pour les enlever, c'est pas bien. Je vous ai pas dit, mais le mieux, c'est de mettre de l'eau savonneuse à l'intérieur. Ouais, mais ça coule, c'est mieux. Ils s'enfoncent tout seuls. Oh, elles sont pas mal. Oh, celles-là, elles sont largement plus confortables. Ouais, grave. Ah non, moi je dis, elles sont... Ah non, moi je préfère elles. Hein. De toute façon, elles sont découpées. Et l'autre, elle est où? Et ben voilà. Voilà. Et ben merci beaucoup. Salut. Salut. C'est le mec qui arrive pas à partir. Ça marche très bien. Il faut juste arriver à faire partir la gâchette, c'est tout. Une partie des objets recyclés par Florian sont achalandés à la recyclerie tenue par Mathieu. Les prix sont libres. Une belle opportunité pour Pascal, membre du collectif d'entraide. Ouais, pour l'instant tu peux le laisser, mais je te dis, on en a une quantité astronomique. Là, les gens ils peuvent refaire toute leur cuisine comme ils veulent. Ouais, la vaisselle c'est vraiment un truc On en a beaucoup. redondant tout le temps. Ouais. Nos étagères sont pleines, donc là on va réexposer. J'espère que ça va beaucoup partir à la braderie pour qu'on ait à nouveau de la place pour récupérer derrière. On est vraiment parti du constat qu'il y avait énormément de déchets à la déchetterie qui en fait n'étaient pas des déchets, qui étaient des choses en bon état, complètement réutilisables. Et aussi une partie de la population qui n'a pas les moyens d'acheter ces produits en neuf. Donc du coup, c'était vraiment réduire la quantité de déchets dans la déchetterie et à la fois permettre aux gens de moins consommer du neuf quand il y a du gratuit à côté, quoi. Un petit lit. Ouais, je crois qu'un petit lit, on en a un là-bas, pliant. J'ai vu ça. Ouais. Au-delà de l'action sociale ou juste de l'action de moins consommer, il y a quand même aussi le constat qu'il n'y a pas d'endroit pour déposer quand les gens ont plus besoin d'un objet mais ils n'ont pas envie de le jeter parce qu'eux savent qu'il marche et qu'il peut être encore utilisé. Et il y a peu de solutions pour ces objets en fait. Il y a pas à moins de le revendre au détail sur des petites annonces, mais il y a des choses qui n'ont pas spécialement beaucoup de valeur ou qui ne valent pas vraiment le coup d'être vendues comme ça. Et du coup, il n'y a pas vraiment de place. Donc déjà, juste pour tous ces objets-là et toutes les personnes qui font la démarche d'elles-mêmes, on a déjà de quoi faire, quoi. On a encore une partie de la population qui ne supporte pas que des gens puissent utiliser gratuitement un objet qu'eux-mêmes ont dû acheter. Et j'ai même vu occasionnellement à la déchetterie quelqu'un abîmer le frigidaire qu'il amenait, le rendre inutilisable à l'idée qu'il puisse être récupéré par quelqu'un d'autre. Et je pense qu'il y a encore du travail à faire dans les esprits, chez les gens, pour qu'ils comprennent qu'un objet comment eux ils le balancent parce qu'ils n'en ont plus besoin, mais dans ce cas-là il peut resservir à d'autres et il faut accepter quelque part que cet objet continue à vivre et que d'autres puissent l'avoir à un moindre coût. Enfin, c'est une question de solidarité là encore. Les gens sont encore trop indépendants et trop centrés sur eux, quoi. L'entreprise Habitat Social est invitée par l'association Pour bâtir autrement à visiter une maison construite sur l'emplacement d'une ancienne bâtisse.
La plupart des anciens matériaux seront recyclés pour la future maison de Christian. Voilà, donc moi je trouve intéressant de faire une maison un petit peu dans l'air du temps, c'est-à-dire qu'au niveau énergétique, on soit sur une consommation d'énergie moindre possible, à la fois au niveau de l'usage de la maison, mais aussi au niveau de la construction. Donc j'ai déjà fait une démolition de la maison précédente de manière assez attentive, c'est-à-dire que j'ai démoli, récupéré le maximum des matériaux. Donc vous voyez là, c'est ce qui me reste de bois de la maison. Tout le reste a déjà été réutilisé dans la maison. Donc je vous propose qu'on rentre dans la maison. Il y a beaucoup de choses très 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 simples qui n'ont pas été comprises. Et c'est surtout un défaut d'information. Donc je pense que l'information sur du concret, l'information orale à quelques personnes, c'est sûr que c'est que quelques personnes, hein, ça ne va pas changer les pratiques architecturales, constructives du jour au lendemain, mais les gens qui s'y intéressent viennent, on parle à d'autres personnes, ça fait un mouvement. Comme je parlais tout à l'heure aux gens qui sont venus, dire voilà j'ai des panneaux solaires. Pour moi les panneaux solaires c'est une évidence, ça ne devrait plus être discuté. Chacun qui construit une maison, ça devrait être soutenu fortement par l'État. Faire de l'eau chaude solaire. En Espagne, c'est obligatoire depuis 2004-2005. Je ne comprends pas qu'en France, on peut avoir de l'eau chaude solaire gratuite, bon, pas totalement gratuite, mais quand même, à partir du moment où l'installation est faite, c'est gratuite. C'est de mars à octobre-novembre. Brûler du fioul, brûler du gaz pour faire de l'eau chaude solaire, pour faire de l'eau chaude, je trouve ça aberrant, quoi. Donc c'est pour partager ces choses toutes simples avec les gens. Comme on l'a vu tout à l'heure, par exemple, on a une maison Sature bois, là, avec un bardage bois. Il y a plein de gens qui s'intéressent à la construction, qui croient qu'il faut mettre un vernis sur le bois. S'il n'y a pas de vernis sur le bois, il va pourrir. Mais on ne fait pas le lien avec les maisons anciennes qui datent de 1600-1700, où c'est en bois de l'époque. Et le bois, il est en bon état, quoi. Il n'y a pas de pourriture. Donc, il y a encore beaucoup de choses pour réapproprier, que les gens se réapproprient le bon sens. Mettre la maison dans le bon sens, pas juste mettre la maison parce que la route est là, puis il y a le garage qui est là, mais se dire voilà, où rentre le soleil. Il fait chaud quand même là. Hein. Bon, on peut ventiler un peu, on va ouvrir les portes, les fenêtres, mais ça fait quand même chaud. Donc il y aura des stores, ça c'est incontournable. Maintenant, ce qui m'intéresse aussi, c'est de gérer l'excès de température qui peut rentrer dans la pièce comme quelque chose de positif pour chauffer la maison à un moment donné où il peut faire des nuits froides. Même si c'est très bien isolé. Ça coûte un peu plus cher, mais c'est ce que je disais aussi tout à l'heure aux gens. Il y a probablement à développer ce genre de construction pour qu'au niveau des propositions faites par les entreprises coûtent moins cher, mais en respectant toujours la qualité des produits qui sont utilisés, au niveau de la santé des habitants, au niveau de la santé des gens qui fabriquent les produits. Moi, je trouve que des maisons ont une meilleure isolation, mais avec du polystyrène qui fait 20 d'épais, c'est pas la solution, quoi. C'est vraiment pas le genre de formule qu'il faut qu'on utilise. Pourtant, c'est un peu ce dans quoi beaucoup de gens se lancent. Pour répondre aux nouvelles normes actuelles, on ne va pas forcément sur des produits écologiques. C'est un investissement d'avenir. Je veux dire, la santé publique, on la paye. Les problèmes de santé publique qu'on a aujourd'hui et qu'on va avoir encore plus demain par les pollutions, on les paye tous collectivement. C'est le trou de la Sécu, entre autres. Donc si, au lieu de mettre de l'argent pour soigner des gens malades, on met de l'argent pour favoriser des matériaux qui respectent la santé, l'État, il fait son boulot. C'est pas subventionner des bobos qui se font plaisir en construisant des belles maisons avec de la terre, quoi. Il s'agit pas de ça. Il s'agit vraiment, de mon point de vue, il s'agit vraiment d'une politique responsable d'État. À aucun moment, il s'agit de revivre comme dans on ne sait quel passé mythique, quoi. Moi, je trouve qu'on est sur un basculement culturel et social fondamental. On va être sur une nouvelle culture, des nouvelles valeurs, une nouvelle notion de ce que c'est que le progrès. Ça fait 2 générations que le progrès, c'est d'avoir toujours plus, d'aller toujours plus vite, toujours plus loin. C'est ça le progrès, on a été élevé là-dedans. Peut-être qu'aujourd'hui, petit à petit, on va commencer à se dire que le progrès, c'est le mieux, c'est pas le plus. C'est pas forcément d'aller toujours plus vite, c'est d'aller toujours à des endroits qui nous plaisent davantage ou au contraire de profiter toujours plus de ce qu'on a sous les yeux. Ça va peut-être être ça, notre notion du progrès dans quelques années. Moi, je trouve qu'avec la transition, c'est ça qu'on a devant nous, c'est une invention de l'avenir.